En fait, on entend souvent dire que notre corps nous lâche quand on tombe malade, qu'il nous trahit d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est une croyance super répandue en effet. Exactement. Mais il y a une idée radicalement différente qui émerge quand on se penche vraiment sur les sources qu'on analyse aujourd'hui. Une idée qui dit que le corps ne nous trahit absolument jamais. C'est ça. Il ne fait que nous répondre. Et en fin de compte, nous ne sommes pas intrinsèquement malades, nous sommes simplement déséquilibrés. Et ce déséquilibre, pour le coup, il est littéralement et immédiatement mesurable. À la seconde même où l'on entretient une pensée cynique ou angoissante, on déclenche une cascade chimique. Ah oui, une vraie réaction en chaîne? Totalement. Une cascade qui va déprimer le système immunitaire de manière quantifiable. Et ça peut durer parfois pendant plus de 6 heures. Waouh! 6 heures pour une seule pensée. Ouais, 6 heures. Ce n'est pas une métaphore poétique, vous savez, c'est de la biologie pure qu'on peut observer sous un microscope. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre cette mécanique fascinante. Et c'est ce qui rend le sujet de cette analyse si percutant. Parce que dans notre société, on fait une fixation absolue sur notre régime alimentaire. On compte les calories, on pèse les macronutriments, On scanne les codes barres de tout ce qu'on achète. carrément, avec une précision chirurgicale. Et pourtant, en parallèle, on ignore totalement notre régime mental. C'est le grand angle mort, en fait. C'est ça. On part du principe que, vu que nos pensées sont invisibles, elles sont forcément inoffensives. Alors que ce régime mental, il est digéré par nos cellules avec la même intensité physique qu'un repas hyper lourd. Je suis vraiment fascinée par ce concept. Et à juste titre, la mécanique derrière tout ça repose sur ce qu'on appelle la neuroplasticité. Pendant très longtemps, le dogme médical affirmait que le cerveau adulte était comme du ciment séché. D'accord, donc figeré pour toujours. Voilà, on pensait qu'une fois formé, son câblage interne ne bougeait plus. Aujourd'hui, les recherches montrent l'inverse. Le cerveau ressemble davantage à une forêt luxuriante en perpétuelle croissance. Il se recable physiquement, c'est bien ça? Exactement. Chaque jour, en fonction de ce que l'on pense et ressent, de manière répétée, les neurones créent de nouvelles synapses. Ils renforcent certains chemins et en élaguent d'autres. Du coup, si on utilise une analogie qu'on a trouvée dans les documents, l'esprit est comme une playlist musicale. C'est une excellente image, ouais. Si on passe ces journées à faire tourner en boucle des morceaux du genre Je suis stressé, je n'y arriverai jamais » ou la grande classique Le monde entier est contre moi, il se passe quelque chose de très concret. Le corps se met littéralement à danser sur cette musique, non? C'est tout à fait ça. Et le processus est fascinant quand on regarde sous le capot. Tout commence dans l'hypothalamus, cette petite glande au centre du cerveau, qui agit comme une usine de conversion. Elle traduit les pensées, c'est ça? Ouais, elle traduit nos images mentales en messagers chimiques, les neuropeptides. Si la playlist joue la mélodie de la panique, l'hypothalamus envoie un signal d'urgence. Aux glandes surrénales, si je me souviens bien des notes. Parfaitement. Les glandes surrénales vont alors inonder le sang de cortisol et d'adrénaline. Le rythme cardiaque s'accélère, la digestion se coupe brutalement et le sang afflue vers les muscles périphériques. Le corps entre en mode survie. Mais là où ça devient vraiment vertigineux pour moi, c'est ce point crucial des recherches. Le cerveau archaïque, et surtout l'amygdale, qui gère nos peurs, est totalement aveugle. Il n'a pas Dieu, ouais. Il ne fait aucune distinction entre une menace physique réelle, comme un prédateur qui nous fonce dessus, et une simple pensée. Aucune différence. Donc si je comprends bien, quand on s'imagine le pire scénario possible avant une réunion de travail ou un événement, notre corps subit littéralement le même traumatisme biologique que si la catastrophe était vraiment en train de se produire. C'est exactement ce que démontrent les données. Pour le système nerveux sympathique, l'image mentale d'un échec professionnel, c'est un tigre à dents de sabre. L'alarme générale retentit. C'est dingue. Et le vrai problème, c'est que le corps a une réserve d'énergie limitée. S'il mobilise toutes ses ressources pour combattre ce tigre imaginaire, il doit couper le courant ailleurs. Et j'imagine que c'est le système immunitaire qui trinque en premier. En plein dans le mille. C'est logique d'un point de vue évolutif. Pourquoi gaspiller de l'énergie à combattre un virus si on est sur le point d'être dévoré dans les 5 minutes? D'accord, je vois. Je comprends parfaitement la logique de cette suppression immunitaire à court terme. C'est même brillant comme mécanisme de survie. Oui, à court terme, ça sauve des vies. Mais alors, si l'angoisse n'est qu'une projection dans la tête, pourquoi est-ce que ça finit par causer des maladies chroniques lourdes sur le long terme? Une hormone de stress temporaire ne devrait pas modifier l'organisme de façon permanente, si? Et c'est là qu'on plonge au niveau supérieur. L'impact ne s'arrête pas aux hormones circulantes. L'onde de choc descend jusqu'au cœur de nos cellules, au niveau de notre ADN. L'épigénétique, c'est ça? Exactement. C'est une révolution scientifique. Pendant des décennies, on pensait que notre code génétique dictait notre destin. Si on avait le gène d'une maladie, on l'aurait, point.
Une vraie fatalité, quoi. Voilà. Mais l'épigénétique vient pulvériser cette fatalité. Elle démontre que notre mode de vie, notre environnement et surtout nos pensées agissent comme des interrupteurs. Des milliards de petits interrupteurs on et off sur notre génétique. C'est l'analogie du piano et du pianiste qu'on a dans nos sources, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est une métaphore très parlante. Je la trouve fascinante. C'est comme si on nous donnait un instrument de musique ultra sophistiqué à la naissance. Le piano, ce sont nos gènes. On ne peut pas changer les touches. Non, l'instrument reste le même. Mais nos pensées, notre environnement, c'est le pianiste. Et au final, on passe notre vie à taper sur les touches au hasard en espérant que ça sonne bien, parce qu'on ne nous a jamais donné la partition. C'est une très belle façon de le résumer. Une tendance génétique à la maladie peut être présente, mais elle peut rester parfaitement dormante si le pianiste ne joue pas cette touche-là. Et à l'inverse, des pensées toxiques répétées vont activer cette touche. Exactement. Le même piano, mais la musique jouée est complètement différente. Mais attendez, si cette mécanique biologique existe depuis toujours, pourquoi est-ce que la science ne fait que la redécouvrir aujourd'hui? Et surtout, pourquoi en souffrons-nous autant à l'époque moderne? Eh bien, c'est intéressant, parce que les traditions anciennes avaient déjà compris cette dynamique, bien avant les scanners cérébraux. Les sources citent la sagesse antique, d'ailleurs. Oui, prenez la Bhagavad Gita, par exemple. Il y est écrit « L'esprit est tout, vous devenez ce que vous pensez ». Ou encore le bouddhisme qui postule que la souffrance, tout comme la libération, commence dans l'esprit. Et même en Occident, avec Hippocrate. Le père de la médecine, ouais. Il disait qu'il est plus important de savoir quel genre de personne a une maladie que de savoir quel genre de maladie a une personne. C'est tellement vrai. En gros, le monde intérieur façonne la santé extérieure. Mais alors, qu'est-ce qui cloche avec notre époque moderne? Le problème actuel, c'est l'hyperstimulation. On a remplacé le tigre par des menaces invisibles et constantes. Des notifications sur nos téléphones, les réseaux sociaux qui génèrent de la comparaison, les chaînes d'information en continu qui diffusent de la peur. On baigne dedans du matin au soir. Notre esprit est entraîné inconsciemment à l'anxiété. On se réveille, on regarde son téléphone, boum, anxiété. On scrolle, boum, comparaison. C'est un état d'alerte perpétuel. C'est l'équivalent de boire un petit verre de poison très dilué tous les matins et de s'attendre sincèrement à être débordant de vitalité au réveil. C'est absurde quand on y pense. Totalement absurde, ouais. Il y a d'ailleurs cette blague dans nos notes qui illustre tellement bien la situation. Imaginez dire à votre corps « Hey, je t'ai nourri de stress, de peur, de pensées poubelles et de seulement 3 heures de sommeil. Pourquoi tu ne rayonnes pas de santé aujourd'hui ?» Et le corps qui répondrait non mais oh, je fais vraiment de mon mieux là, je gère une zone de guerre. C'est exactement ça. Le pauvre, il fait avec ce qu'on lui donne. Et physiologiquement, s'il baigne dans les hormones de stress, il ne fait pas de maintenance. La réparation cellulaire, le sommeil profond, tout ça passe à la trappe. Bon, alors la grande question. Puisque notre environnement moderne nous programme littéralement pour l'anxiété et la maladie, comment on reprend le contrôle de notre playlist mentale ? Les sources proposent 5 étapes pratiques pour pirater ce système. La première, c'est d'utiliser la conscience comme bouton de réinitialisation. C'est-à-dire observer ses pensées sans les juger. Voilà. On ne peut pas changer ce qu'on ne remarque pas. Il faut se demander si nos pensées actuelles nous stimulent ou nous épuisent. Juste observer, comme un témoin. Créer une distance, en fait. Et la deuxième étape ? La deuxième étape, c'est de répéter de nouveaux schémas. Choisir consciemment de nouvelles pensées, du genre « je guéris » ou « je suis en sécurité ». Alors là, je vous arrête tout de suite. Parce que je suis sûre que beaucoup de ceux qui nous écoutent se disent la même chose. Au début, quand on se sent misérable, se répéter « je vais bien, mon corps est fort », ça sonne complètement faux. C'est presque ridicule. Est-ce que ça marche quand même si on n'y croit pas du tout ? C'est une objection très humaine et super courante. Et la réponse est oui, ça marche. Parce que, et c'est crucial, le cerveau profond apprend par la répétition, pas par la notion philosophique de vérité. Vraiment. Il s'en fiche que ce soit un mensonge au début. Totalement. C'est comme de la rééducation physique. La neuroplasticité réagit à la fréquence. En répétant « je suis en sécurité », même si ça semble faux, on force les neurones à s'activer dans un nouveau schéma. La croyance vient après. D'accord. C'est de la musculation neuronale, en somme. Et la troisième étape ? La troisième étape, c'est de réguler le système nerveux. Il faut donner des signaux physiques de sécurité au corps. La respiration profonde, la méditation, ou simplement marcher lentement dans le silence. Parce que la guérison ne peut commencer que si le corps se sent en sécurité, c'est ça. Exactement. Si l'alarme incendie sonne, les mots ne suffisent pas. Il faut éteindre l'alarme physiquement. Ensuite, la quatrième étape consiste à changer son environnement intérieur. En utilisant des émotions positives comme la gratitude ?
Oui, mais pas juste comme une philosophie mignonne. La gratitude, la paix, la joie sont de véritables médicaments endogènes. Les études montrent que la gratitude améliore concrètement l'immunité et la qualité du sommeil. Donc, se demander chaque jour qu'est-ce qui va bien, c'est de la vraie bio-ingénierie. C'est exactement le terme. On commande à nos gènes de produire des protéines de réparation. Et enfin, la cinquième et dernière étape, limiter les entrées négatives. Arrêter de suivre la négativité sur les réseaux, réduire le bruit de fond. Protéger son esprit comme si sa vie en dépendait. Parce que, biologiquement, c'est le cas. Le cerveau écoute en permanence. C'est tellement logique. Si on fait tout ce travail de fond, on ne peut pas aller s'intoxiquer avec les drames du monde entier juste avant de dormir. C'est bâtir un château de sable à marée montante. C'est clair. Pour résumer, la vérité fondamentale qui ressort de cette plongée dans les recherches, c'est que l'être humain n'est pas cassé, il n'est pas défectueux. Non, pas du tout. Il est simplement programmé. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui est programmé peut être reprogrammé. Le corps n'est pas notre ennemi, c'est un miroir ultra fidèle. Quand les pensées changent, la biologie suit inévitablement. C'est la règle d'or. C'est un message d'une puissance libératrice incroyable pour notre audience. Et ça m'amène à une réflexion finale pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Si une simple prise de conscience et un petit ajustement de notre dialogue intérieur peuvent littéralement modifier notre ADN et notre système immunitaire, quelles autres barrières dans notre vie personnelle ou professionnelle sont, en fin de compte, de simples illusions, des murs créés par une mauvaise playlist qu'on a laissé tourner en fond depuis des années? C'est une excellente question à se poser. Prenez un instant aujourd'hui pour écouter la musique de votre propre esprit et demandez-vous si c'est vraiment sur ce rythme-là que vous voulez faire danser votre vie.